Alors, lui a eu en public comme en privé, dit-on. Le président Hollande ne cesse de réaffirmer, de marteler cet objectif d'inflexion de la courbe du chômage fin 2013. Est-ce que vous excluez totalement qu'on y arrive? Oui, très concrètement oui, parce qu'on voit bien que la situation actuelle est une situation qui ne concerne pas que la France. Nous ne sommes pas un îlot au milieu de rien. Et la croissance, la zone euro est la zone qui a connu le moins de croissance depuis plus de 10 ans maintenant. Donc se pose le problème du modèle économique lui-même et de la manière dont on gère en quelque sorte les effets néfastes de la mondialisation. Malheureusement, on ne voit pas dans la politique de François Hollande une volonté de contrôle, de limite, de protectionnisme intelligent. Mais en même temps, qui on ne peut pas dire permettrait de sauvegarder quelques emplois en France. On ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien ou qu'il est fataliste. Il y a les emplois d'avenir, les contrats de génération, une réforme de la formation professionnelle, les nouveaux CDI à Pôle emploi aujourd'hui. La preuve, ça ne correspond pas à la situation. Ce sont quelquefois des vues idéologiques. Ce sont pour d'autres réformes des choses imposées par Bruxelles. Elles ne correspondent pas aux attentes et à la situation de notre pays aujourd'hui. Et plus nous irons vers cette politique-là, et plus nous aurons en face de nous des dégâts considérables, économiques et sociaux, et plus nous aurons, je pense, à l'avenir, des gens qui, dans la rue, le manifesteront bruyamment. Vous pensez François Hollande n'arrivera pas à inverser la courbe du chômage, mais vous le souhaitez? Oui, on souhaite tous que la France se porte mieux, si vous voulez, mais on ne voit pas comment, avec cette politique-là, qui n'est que finalement la continuation de celle de Nicolas Sarkozy, et finalement l'application du modèle européen tel qu'il est, comment nous allons sortir de cette ornière. Hervé Lebras, dans les différentes et passionnantes cartes des territoires de France, dans votre livre, vous montrez les transformations sociales et l'impact sur les régions. Est-ce que ce sont toujours les mêmes zones en France qui souffrent du fléau du chômage ? Oui, il y a une certaine constance du chômage, mais ce qu'on cherche à montrer dans notre livre, c'est que beaucoup de phénomènes qui sont traités sur le mode économique ou sur le mode du présent ont des racines très anciennes et que, particulièrement dans la période récente, le fait que, si vous voulez, la couche protectrice supérieure et du fait de la crise économique qu'on vient d'évoquer est perdue de son efficacité, eh bien, il n'y a pas rien en dessous. Il y a d'autres couches. Et ces autres couches reviennent à la surface. Et je dois dire que quand on a fait ce livre-là, on pensait que, ça y est, on avait fait un livre précédent qui s'appelait L'invention de la France en 1980, qui était encore un livre sur les différences régionales. On pensait que c'était fini. Et vous savez que c'est un thème assez récurrent. Désormais, il y a les métropoles, il y a autour des métropoles, puis il y a le reste du territoire. Et avec surprise, on a vu ressurgir une France extraordinairement ancienne. Une France qui est la France catholique, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui guide par en dessous un certain nombre d'évolutions actuelles, c'est l'ancienne implantation de la religion, et puis une France qu'on peut appeler familiale, c'est-à-dire c'est les anciennes solidarités familiales, et il y a des très grosses différences en France pour ces deux paramètres. Alors on va parler de ces différents territoires, et on va parler en particulier de l'Oise. Marine Le Pen a salué le score historique dans l'Oise du Front National, votre candidate n'ayant été dévancée que de 800 voix par l'UMP. Est-ce que ce résultat, selon vous, lui, à l'UO, c'est un vote d'adhésion à vos idées ou un vote par défaut? C'est le vote du ras-le-bol, du tous pourris, ce refrain sur lequel vous surfez? Écoutez, un peu des deux, très certainement. Je pense qu'il y a une partie des électeurs qui ne se reconnaissent plus dans la droite ou dans la gauche et qui apportent leur suffrage, évidemment, à la candidate du Front National, ce qui a permis d'arriver au deuxième tour en éliminant quand même le candidat socialiste. Et puis, dans les deuxièmes tours, il y a un afflux, soit d'anciens électeurs de gauche, parce que c'est un peu le cas dans l'Oise, soit des gens mobilisés au deuxième tour qui ne l'étaient pas au premier tour, parce qu'ils considèrent, encore une fois, que la droite et la gauche, ce que l'on appelle l'UMPS, a failli à sa mission et a failli à sa défense de la République et du modèle économique. Et j'en veux pour preuve que ce système est lié. C'est l'appel de M. Harlem Désir à voter en faveur de Jean-François Mancel dans l'Oise, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une connivence, qu'on le veuille ou non, entre l'UMP et le Parti socialiste. Et ça, je pense que les électeurs n'en veulent pas ou n'en veulent plus. L'Oise, justement, Hervé Lebras, cette deuxième circonscription de l'Oise, c'est un territoire particulier. Il est à la fois périurbain, avec des communes pavillonnaires, il y a aussi des territoires de type ruralo-industriel qui souffrent de la désindustrialisation. Est-ce que c'est la France périphérique ? Non, la France périphérique, c'est plutôt justement l'ancienne France catholique qui se porte plutôt mieux. C'est l'Alsace, c'est la Bretagne, c'est le Sud Massif central, c'est le Pays Basque. Non, c'est plutôt justement la crise frappe la France centrale de plus en plus. Et elle frappe
je dirais, la France qui de tradition était laïque, ce qui est quand même paradoxal, et qui était égalitaire. Et le cas de l'Oise est absolument remarquable, parce que l'Oise, c'est typiquement un département qui était déchristianisé, c'est un laïque, c'est un département, du moins la circonscription en question, on est dans le périurbain lointain, vous voyez, et ça c'est une constante qu'on a vue dans les élections récentes, et puis on est dans cette frange nord de la France où le Front National a connu des gros progrès. Si je voulais ajouter... Oui, allez-y. Oui, si je voulais ajouter un mot, je connais bien le slogan UMPS, mais... Moi, je pense qu'il s'est passé autre chose. C'est-à-dire, et on développe, alors cette fois-ci, non pas à propos du Front National, mais à propos du PS et de l'UMP, plutôt une autre thèse dans le livre, c'est-à-dire que le glissement de l'UMP à droite a été extraordinairement fort. Et quelque part, pour beaucoup d'électeurs, surtout dans la circonscription de l'Oise, et surtout avec Jean-François Mancel, c'est devenu blanc-bonnet et bonnet-blanc. Il n'y a plus grosse différence entre les deux. On le voit par exemple, j'étais frappé d'un sondage de l'IFOP sur ce qui a occupé la population française dimanche, le mariage pour tous. Et on voit que ceux qui sont le plus hostiles au mariage surtout, pour tous, c'est l'UMP, c'est les électeurs. Et que le FN est déjà intermédiaire et n'est pas hostile à ce point-là. Donc, quelque part, sur des thèmes extraordinairement... À ce point-là, vous le confirmez? Pas à ce point-là pour l'électorat. L'enquête d'opinion, en tout cas, l'électorat, c'est ma question, effectivement... est-ce que vous confirmez ce qui est dit dans cette enquête d'opinion? Écoutez, nous, on s'est prononcé contre le mariage pour tous et contre l'adoption. Mais c'est vrai que dans ces enquêtes d'opinion, le marqueur... concernant le mariage est plus important du côté de l'UMP que du nôtre, parce que je pense aussi que notre électorat est beaucoup plus focalisé aujourd'hui, même s'il est un défenseur des valeurs traditionnelles, sur le système social, le système économique. Le fait de vos prises de position un peu contradictoires sur le sujet? Non, pas du tout. Je pense que ça n'a aucun effet sur l'électorat. Vous savez, les gens savent bien quand ils votent qui fait quoi, qui dit quoi et qui est qui. Et de ce point de vue-là, il ne se fait aucune illusion sur ce que pense le Front National. Vous affichez votre confiance pour les prochaines municipales. Que visez-vous en priorité? Est-ce que ce sont les villes moyennes entre 10 000 et 30 000 habitants, comme Carpentras dans le Vaucluse, Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais? C'est votre priorité? Bien sûr, ce sont en abandonnant les grandes villes? Pas du tout. Nous serons présents dans toutes les grandes villes parce qu'on pense que ce n'est pas une fatalité que d'avoir des scores modestes dans les grandes villes. Et dans des grandes villes, nous avons des scores importants. Je rappelle quand même Marseille, par exemple, ou une ville comme Perpignan, où nous réalisons de forts scores électoraux. Mais c'est vrai que dans des villes moyennes et dans certains départements, le Pas-de-Calais, en Picardie, dans les Alpes-Maritimes, en Languedoc-Roussillon, eh bien, nous avons des scores très importants. Nous aurons beaucoup de candidats à ces élections municipales. Vous tractez déjà, vous avez bien déjà... sûr, mais nous sommes quand on lit vos tracts, on se demande vraiment où est votre programme. Exemple, on va le voir. Dans le Gard, vous dénoncez, je cite, l'augmentation des braquages dans notre région, des tracts que vous distribuez d'ailleurs au moindre fait divers. Autre tract, la priorité à l'emploi dans les zones frappées par les fermetures d'usines. Pour quelle idée concrète? Nous sommes à 1 an de l'élection municipale. Là, nous sommes dans une période, je vais dire, préélectorale qui demande de mobiliser les esprits et de mobiliser les gens, d'intéresser les gens à la politique. Et c'est par le biais de ce genre de tracts thématiques que l'on arrive aussi à toucher des catégories de population que l'on ne touchait pas. Mais des mots, mettez-nous aux affaires et vous verrez qu'il n'y aura plus de mots et il y aura une politique réelle. Avant d'arriver aux affaires, Hervé Lebras, je vous cite, vous dites, c'était dans Le Monde, le phénomène du Front National est navrant, vous le dites, ce sont vos mots, mais pas terrifiant parce que sa capacité d'expansion est limitée. Expliquez-nous, expliquez-le à Louis Alliot. Non, je pense que M. Louis Alliot connaît comme moi la situation, mais on a vu que le Front National, dans un premier temps, s'est bâti sur un certain territoire. Il s'est bâti sur une thématique qui était l'insécurité et les étrangers. Et puis, il a plafonné. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2002. Puis, ça y est, Le Pen au second tour n'a pas fait mieux qu'au premier tour. Et c'était bloqué. Et déjà, Maigret avait eu l'idée qu'il fallait aller sur d'autres terrains. Et on voit qu'il était allé sur d'autres terrains. Donc, il y a un nouveau Front National qui est apparu. C'est le terrain social sur lequel il est allé. Et on le voit très bien dans nos cartes. Il a atteint son maximum, selon vous? Il a atteint son Oh maximum? non, il peut encore croître un petit peu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, au fond, il a reflué ce qu'on appelait les lieux de commandement, les grandes métropoles. Et il va de plus en plus vers une France profonde, une France qui, c'est vrai, est constituée d'exclus, constituée de pauvres. Donc là-dedans, bien entendu, il y a une clientèle importante, mais il n'y a pas une clientèle qui est, je dirais,
très puissante et pas une clientèle qui peut orienter à terme la politique. C'est pas une clientèle qui fournira des cadres importants, c'est pas une clientèle qui fournira des idées. Je vais juste terminer sur un point, c'est qu'au début, on a dit « Oh, le Front National prend la place du PC ». On avait montré déjà très tôt qu'il n'y avait pas de relation entre la géographie du PC et celle du FN. C'était orthogonal, comme on dit. Et là, progressivement, le FN est en train de gagner ces terres PC, ces vieilles terres laïques, égalitaires, mais qui sont atteintes de plein fouet par la crise. C'est votre région, vous êtes de Perpignan. Oui. Hein. Bon, c'est votre région, c'est le cas de l'Oise, c'est le cas du Sillon-Houillet dans le Pas-de-Calais. Et inversement, les régions qui sont encore dynamiques, comme l'Alsace, comme la région lyonnaise, comme la région parisienne, et même une partie de la Méditerranée. Il y a une carte qu'a publiée Le Monde hier, où on voit que là, il y a un reflux important du Front National. Donc c'est un autre Front National qu'on voit apparaître. Vous les avez soulignés, que répondez-vous à cela, lui, à que nous travaillons et que nous remettrons, entre guillemets, les pieds dans les grands centres urbains, où c'est vrai, nous avions reculé par le passé pour des raisons essentiellement d'organisation interne, mais je puis vous assurer, et vous verrez aux élections municipales, le retour du Front National dans ces grandes villes, en plus, je pense, de scores importants dans le rural. Oui, mais je pense justement que dans les grandes villes, ce qui vous est arrivé, si je peux faire la chose schématiquement, et vous avez dit le mot, il y a eu un hold-up par M. Sarkozy en 2007. Donc il vous a pris, alors là, il y a une carte dans le livre où on voit, là il n'a pas été avec le dos de la cuillère, hein, il a pris jusqu'à quelquefois 50%. Et confirme. Oui, 2007. La carte est comme ça. Hein, mais ensuite, si vous voulez, la récupération a été très forte. Dans les zones, je dirais, assez éloignées des centres urbains. Mais dans les centres-villes et dans leur première périphérie, le FN n'est pas arrivé à reprendre ce qu'avait pris Sarkozy. Il est resté, je dirais, un résidu UMP du FN. Lui Alliot, deux questions d'actualité à présent. Contrairement à certains dans son propre camp, le président de la République, l'ancien président Nicolas Sarkozy, assure faire confiance à la justice, dit-il, et à l'institution judiciaire sur Facebook. Propos, vous dites ce soir, mesurés et digne? Rien, je veux dire, il est en proie à la justice, il a plutôt intérêt à ne pas insulter l'institution judiciaire, alors qu'il est lui-même là suivi pour plusieurs affaires, d'ailleurs, pas que celle de Mme Bettencourt. Et donc, il est quand même, je le rappelle, parce qu'on l'oublie, il est un juge constitutionnel. C'est-à-dire, il siège à la plus haute juridiction de l'État français, ce qui paraît une aberration, mais c'est comme ça, hein. C'est une curiosité démocratique internationale, et donc de ce point de vue-là, il vaut mieux, dans son cas, à la fois pour son statut de magistrat, pour sa profession d'avocat, parce qu'il est aussi avocat, ce qui paraît assez extraordinaire aussi, et pour son statut, là, aujourd'hui, de mise en examen, il vaut mieux qu'il soit prudent, je pense, dans la manière dont il s'exprime, oui. Est-ce qu'il faut faire évoluer le statut du juge d'instruction? Est-ce que chaque juge est infaillible? Non, les juges ne sont pas infaillibles, mais ils sont contrôlés et quelquefois ils peuvent être sanctionnés. Pour le coup, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans le fond du dossier. Mais je suppose que si un juge a mis en examen M. Sarkozy, c'est qu'il doit avoir des raisons. Mais encore une fois, on connaîtra, je pense, devant la Cour d'appel, les raisons de cette mise en examen. Alors, autre actualité concernant les débordements d'hier au cours du rassemblement anti-mariage pour tous, le ministre de l'Intérieur met en cause, on va l'écouter, des militants d'extrême droite. On l'écoute, c'était ce matin sur RTL. Là, il y avait incontestablement une pression, une volonté de certains groupes d'en découdre. Il n'y a pas eu de tir de grenade, il n'y a pas eu de tir de grenade sur les manifestants. Il y a eu utilisation d'aérosols à un moment pour dégager un certain nombre de groupes. Il y a eu 98 interpellations, 6 gardes à vue, notamment pour des violences sur les agents des forces publiques. Des militants d'extrême droite s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur lançant des boulons. Il y a eu une trentaine de gendarmes et de policiers qui ont d'ailleurs été légèrement blessés. Donc c'était une manifestation difficile à gérer, mais elle a été gérée. Des militants d'extrême droite, dit Manuel Valls, ce sont vos militants ? N'étant pas d'extrême droite, je ne sais pas de qui il parle, et puisqu'il met en accusation, vous savez que l'extrême droite, c'est assez commode en France, qu'il donne les noms, les organisations. On a connu par le passé ce genre de manifestations infiltrées d'ailleurs par des gens du pouvoir qui venaient faire le coup de poing pour accuser les gens qui manifestaient.
Donc essayons de sortir de ce débat qui n'en est pas un d'ailleurs pour se consacrer sur l'essentiel de la question. Ça arrive au Sénat. Qu'attendez-vous de cet examen à la Chambre haute ici? Écoutez, je viens de lire un article où apparemment la majorité de gauche n'est pas acquise sur ce texte précisément. Par un certain nombre d'élus de gauche n'y sont pas favorables, alors que curieusement un certain nombre d'élus UMP le sont. Et il y a aussi le problème des sénateurs d'outre-mer qui sont, eux, particulièrement hostiles à ce projet de loi. Donc on risque peut-être d'avoir une surprise au Sénat. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Merci Louis Alliot d'avoir été notre invité. Merci Hervé Lebras pour ce livre également avec Emmanuel Todd, Le mystère français chez Seuil. Merci Jean-Luc Gombault, on se revoit demain.